podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Cycliste Performance Academy. Alors, je rappelle que tu es le nouveau responsable des entraîneurs à la Groupama FDJ. Mais avant que tu nous parles un peu de tout ça, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ton parcours? Écoute, salut Rémi, merci de l'invitation. C'est vrai que ça fait plusieurs temps que tu me sollicitais. À chaque fois, les créneaux tombaient pas super bien avec mon planning assez chargé, mais c'est avec plaisir que j'ai fini par accepter. Du coup, ben voilà, Julien Pinault, je pense que t'as décrit ma fonction actuelle. Je suis entraîneur dans l'équipe Groupama FDJ pour ma 13e saison déjà. Ça passe très vite. J'étais arrivé en tant qu'étudiant pour terminer mon doctorat en sciences du sport à l'époque, sur des missions complémentaires à la fois d'entraînement mais aussi de développement d'optimisation du matériel. Et après ma thèse, j'ai été embauché à temps plein en tant qu'entraîneur avec voilà, différentes missions complémentaires. Pendant 2 ans, 2022-2023, j'ai été coordinateur de la performance, donc c'était un rôle qui était un petit peu entre les autres entraîneurs et Fred Grapp, le directeur de la perf. Et depuis cet automne, voilà, l'équipe s'est un petit peu restructurée au niveau managérial et du coup, j'ai hérité de la direction entraînement et de la gestion de tous les entraîneurs de l'équipe. Ah bah merci pour cette présentation. On va en reparler hein, de tout ça et justement dès maintenant pour cette première question. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'organisation du staff performance au sein de la Groupama FDJ? Et alors tu l'as déjà fait un peu, mais nous redétailler ton rôle par rapport aux différentes personnes que tu peux coordonner. Ouais, donc bah, du coup le pôle performance de l'équipe Groupama FDJ, bah, c'est Fred Grapp qui l'a mis en place au début. Donc c'était le seul coach dans les années 2000. Après il y a eu Jacques de Crayon. Après je suis arrivé, on était trois au début sur 2012, 13. Et après le podium du Tour de Thibaut en 2014, on s'est vraiment structuré en créant un vrai pôle performance. Donc là, il y a des entraîneurs qui nous ont rejoints. À l'époque, c'était Sébastien Joly et Davidan. Et petit à petit, tout est venu se greffer. Il y a Nicolas Boisson qui est venu sur la partie un petit peu scoutisme, qui a beaucoup participé à la construction de notre équipe réserve, la Conti, notre centre de formation. Voilà. Après, il y a Anthony qui est arrivé, Anthony Bouillot, qui a aussi obtenu une thèse, lui, avec la FFC. Et quand la Conti s'est créée, il y a Joseph Balin-Simon, qui est un autre étudiant qui venait de Besançon, qui a renforcé le staff. En parallèle, Fred avait réussi à obtenir une bourse très intéressante avec l'Agence nationale de la recherche, ce qui fait qu'on avait un laboratoire commun qui a permis deux recrutements aussi au sein du pôle performance, donc un ingénieur et un thésard sur tout ce qui est physio, testing. Donc ces deux personnes sont aujourd'hui embauchées, donc un vraiment sur des thématiques d'ingénierie très branché matériel, ouais, très matériel, et l'autre qui est toujours sur physio, testing, aussi la data. Et en parallèle, depuis 3 ans, on a aussi un data scientist à temps plein, plus un autre coach, Maxime Latour, qui nous a rejoint. Donc ça fait beaucoup de monde. Et là, on est en train aussi de construire et de renforcer un programme junior. Et du coup, voilà, pour l'instant, on a voilà un stagiaire qui vient tout juste d'être recruté pour gérer complémentarité avec la Conti, l'entraînement des juniors. Donc ce pôle performance, voilà, ça représente beaucoup de monde. Et du coup, depuis cet automne, en fait, on a un petit peu scindé en deux toute cette partie-là. D'un côté, la partie purement entraînement, donc que je gère avec tous les coachs. Donc en gros, il y en a voilà un pour les juniors, deux pour la Conti, et on est quatre sur la Voltour. Et de l'autre côté, Fred, lui, garde la main sur toute la partie innovation, recherche et développement, qui est une activité assez intense dans l'équipe. Et du coup, donc lui garde la charge ben voilà, de l'ingénieur qu'on a, du data scientist et du profil de Victor Scholler, qui a un profil un petit peu sur tout ce qui est physio-testing et qui vient en complémentarité avec Olivier Masneau, notre data scientist. Ça fait du monde, effectivement. Et, Ouais, ça fait du et, monde. Après, et voilà, concernant, bon, ouais, excuse-moi, vas-y. c'est aussi des collaborations. Je pense que au sein du pôle santé, il y a tout le pôle nutrition. Donc, on a maintenant depuis cette année deux nutritionnistes qui travaillent sous la direction de nos médecins. Et finalement, ils sont pas attribués pôle perf, mais c'est aussi ça qui fait évoluer l'équipe et l'activité du suivi de l'athlète dans toutes les dimensions. Et en termes de philosophie dans ce modèle de performance, comment ça a évolué au fur et à mesure des années? Toi, tu es venu, tu l'as dit, il y a 13 ans.
dans l'équipe. Et il me semble, alors peut-être que je me trompe, mais que vous attachez une certaine importance à ne pas forcément imiter ce qui se fait à côté. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ce modèle il se construit, entre guillemets, philosophiquement au fur et à mesure des années? Bah, le modèle, je pense que l'équipe, voilà, elle a été créée par les deux frères Madio en 97, donc c'est une équipe qui a une longue histoire. Je pense qu'on est quasi une des plus anciennes dans sa structure, avec toujours le même partenaire de tout le World Tour et du milieu pro. Et depuis ses débuts, l'ADN de l'équipe, ça a toujours été la formation des jeunes, la détection, la formation des jeunes. Donc voilà, au début, c'était un petit peu empirique. Après, on avait un programme de bourse avec la FDJ, donc il y a eu des bons coureurs qui sont sortis de ce profil-là. Voilà, les Jérémy Roy, ce genre de coureurs-là venaient de ce programme-là. Et la plupart des leaders de toute l'histoire de l'équipe ont été des coureurs qui ont été formés en interne. Il y a eu très peu de recrutement externe pour aller chercher des résultats et tenir la barre de l'équipe. Je pense que la seule exception dans ce process-là, c'est peut-être Stéphane Kung, qui est aujourd'hui voilà, un de nos grands leaders de l'équipe, qui fait depuis plusieurs saisons partie du top 20 de l'occasion ici en fin d'année, qui lui avait été recruté chez BMC, mais pour le reste, ça a toujours été des jeunes formés dans l'équipe, que ce soit dans les années 2000, les Sandy Cazard, même les coureurs australiens, finalement, ils arrivaient en France et c'est l'équipe qui les développait. Il y a eu Philippe Gilbert. Et après, toutes les années 2010, c'était construit autour de Thibaut, de Arnaud Demar, de Arthur Vichot. Ensuite, il y a Valentin Madoz, David Gaudu qui sont arrivés. Et bien là, on a une nouvelle génération avec les Lenny Martinez, les Romain Grégoire. Donc, la vraie philosophie, l'ADN de l'équipe, c'est ça. Et donc, en se greffant à ça, on essaye de perpétuer ça et de faire évoluer notre modèle. Donc, comme je le disais, au début, il y avait une bourse qui était pour les cyclistes juniors ou espoirs comme un cursus scolaire qui était aidé. Après, on est venu se mêler au programme Junior Between de l'époque. Donc Nico Boisson avait recruté à ce moment-là, il gérait ça. Et après, finalement, on a pris la décision dès que l'UCI a autorisé la création d'équipes de développement, de centres de formation qui puissent courir avec l'équipe World Tour. C'était un nouveau modèle et nous, on a été une des premières équipes à sauter le pas. Donc au détriment de ce qui se faisait en junior, voilà, c'était des choix, mais ça renforçait notre vision et le fait que la formation de détection, c'est un pilier de l'équipe. Et donc, voilà, aujourd'hui, en 2024, plus de 50% de l'équipe provient de la Conti. Donc, c'est tous les jeunes qu'on a recrutés en espoir, voire en junior pour certains, et qu'on a fait évoluer et qui aujourd'hui, c'est eux qui tiennent la barre dans l'équipe et qui sont la plupart de nos leaders. Donc ça, c'est la vraie philosophie. Et donc, voilà, le système évolue. Je pense qu'on est plus souvent en France, en tout cas, on est plus souvent copié que nous on copie les autres, mais pour autant, voilà, on arrive peut-être aussi à la fin d'un modèle où aujourd'hui chaque équipe maintenant, depuis cette année, a son équipe continentale. Et du coup, c'est une bagarre qui devient rude dans la détection. Ça commence de plus en plus tôt chez les cadets, les agents sont de plus en plus présents. Et on se rapproche finalement de plus en plus d'un modèle un petit peu comme le foot. Donc ça va nécessiter aussi d'être innovant et de se réorganiser dans les années à venir pour garder au moins au niveau national un coup d'avance par rapport à la concurrence. Et en termes d'entraînement, après, donc tu as parlé de Fred Grapp qui était ou qui reste au-dessus, on va dire, de ce modèle-là. Je ne sais pas comment on peut dire. Il y a toi maintenant qui est responsable des entraîneurs. Est-ce que c'est un modèle descendant avec un modèle un peu unique qui va s'appliquer à tous les coureurs et à tous les entraîneurs? Ou est-ce que vous fonctionnez différemment? Est-ce que les différents entraîneurs peuvent trouver de la liberté finalement dans leur expression? Et puis même au niveau des coureurs, est-ce que l'individualisation, elle est marquée au sein de ce modèle-là? Bah, je pense qu'il y a une chose qui nous rassemble beaucoup, c'est que pendant très longtemps, la plupart des entraîneurs en France venaient un petit peu de l'école de Besançon, de la fac de sport de Besançon. T'en as été ici aussi. Et c'est vrai que de plus en plus, voilà, on voit des entraîneurs qui arrivent dans le milieu pro venant d'autres horizons. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant, d'enrichissant, de complémentaire. Je pense que notre vision à nous, c'est d'avoir quand même un socle commun. Je pense que on croit à un modèle où, ouais, on a quand même un socle commun, mais après, on a vraiment des sensibilités différentes. Et la base de l'entraînement,
comme tu l'as dit, je pense que c'est vraiment l'individualisation. Enfin, en tout cas, nous, on l'aperçoit comme ça. Donc, même si on a voilà, un socle commun, je pense on a tous la capacité de s'adapter au coureur et le coureur de s'adapter à notre modèle. Je pense qu'on est un bon compromis entre les deux. Je pense dans certaines équipes, ça peut être l'inverse. Le coureur doit adhérer au modèle, quitte à tout. Voilà, c'est le modèle qui prime. Dans d'autres, bah, c'est plus individuel et chacun peut faire un petit peu à sa sauce. Et voilà, il y a encore pas mal d'équipes où les coureurs des équipes sont entraînés par des entraîneurs extérieurs. Ça, c'est pas du tout notre vision à nous. Nous, je pense qu'on était la première équipe où tous les coureurs étaient entraînés par des entraîneurs de l'équipe en interne. On tient à ça, à garder ça. C'est quelque chose qu'aujourd'hui qui est même plus négociable avec les athlètes quand les recrute ou ouais, que ce soit dans la Conti ou dans l'équipe World Tour. Donc voilà, on tient à garder ça et dans l'entraînement, voilà, on a des socles communs, mais on a tous une sensibilité un petit peu différente et on se doit d'être capable d'individualiser en fonction des réponses et de l'athlète, voire de l'homme qu'on suit. Et les athlètes qu'on est capable de suivre sur une équipe voilà, aujourd'hui on a 40 coureurs, si on prend les deux équipes professionnelles. Donc on a des grandes disparités de fonctionnement, des physiologies qui sont différentes, des motivations différentes et les bons entraîneurs d'équipe, leur capacité, c'est aussi de s'adapter à essayer que chaque coureur puisse atteindre le maximum de son potentiel. Et pour ça, on est obligé de s'adapter et d'individualiser. Et tu as parlé justement de la Continentale, tu as parlé aussi des juniors, donc la Continentale, les espoirs, certains juniors qui sont suivis par la FDJ. Et toujours dans ce modèle-là, est-ce qu'il y a une différenciation de modèle entre les coureurs qui ne sont pas encore arrivés à maturité, je pense à ces catégories jeunes, juniors, espoirs, et les coureurs élites qui sont plutôt arrivés à maturité, ou est-ce que c'est le même modèle, mais c'est juste une question de charge? Autrement dit, est-ce que vous allez avoir des contenus un peu différenciés avec des jeunes catégories et avec des élites? Ça, c'est une excellente question et c'est un des gros sujets sur lesquels je vais essayer de m'atteler aussi en prenant ce rôle-là. Je pense que jusqu'à maintenant, on travaillait ensemble, mais comme tu le dis, je pense il y a une possibilité de faire mieux et de décliner ce qui se passe de la Voltour à la Conti. Où nous, ce qu'on cherche au niveau de la Conti, c'est pas forcément que les jeunes aillent gagner le plus de courses. Ce qu'on veut vraiment, c'est de préparer les athlètes à être performant dans l'équipe World Tour et à apporter quelque chose, que ce soit en tant que leader et qu'équipier. Donc, vis-à-vis de ça, il y a une approche qui est différente et qui pourrait être différente si on visait vraiment à développer le coureur sur voilà, des objectifs fixés dans la Conti. Ce qu'on souhaite vraiment, nous, c'est développer dans la durée, dans la continuité pour que le coureur atteigne son plein potentiel quand il sera dans la World Tour et que ce soit un coureur qui apporte quelque chose à l'équipe. Et on a la notion de collectif chez nous qui est très importante. C'est pas, voilà, c'est pas le cas partout. Chacun a son modèle. Mais nous, je pense qu'on a cette faculté aussi dès la Conti et ça facilite aussi l'intégration des coureurs, de savoir travailler pour un leader et que les coureurs, quand ils arrivent dans l'équipe All Tour, ils connaissent leur rôle, ils savent où ils peuvent apporter, que ce soit un leader ou voilà, on a aussi été capable de très vite donner des responsabilités à des jeunes. Mais du coup, il y a quelque chose ouais, qui se passe entre les deux, mais où ta question est encore plus importante, c'est que là, on intègre un programme junior, et du coup, ben, le spectre est encore plus large avec des disparités encore plus larges parce que là, on est vraiment dans le développement de l'athlète à partir de 16-17 ans, chose que jusque-là, on gérait pas trop, si tu veux. Donc, c'est des questions qui aujourd'hui m'animent euh, pour les prochains mois et on sait on va devoir se innover de ce qui se passe sur les prochaines années par rapport à ça. Et est-ce que pour toi, justement, ce jeunisme un peu dans le milieu du vélo, bon, je pense quand on est une équipe pour le tour, peut-être qu'on n'a pas le luxe de se poser cette question-là, mais est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose à ton avis? Bon, ça, je pense que c'est un peu compliqué d'y répondre, mais est-ce que pour toi, cette structure de la FDJ avec la Continentale et le suivi des juniors, est-ce que ça va plutôt protéger ces jeunes-là ou est-ce qu'au contraire, ça va les pousser très tôt tout de suite dans la performance avec la pression qui va avec et puis les enjeux qu'il y a avec? Je pense que ta question, elle est bonne, dans le sens où on le voit de plus en plus, la santé mentale des athlètes, c'est un sujet qui est de plus en plus commun. Et on se rend bien compte qu'en ayant beaucoup de jeunes, on sait très bien que tous les jeunes du programme junior, tous les jeunes de la Conti vont pas pouvoir passer dans l'équipe World Tour.
pour autant, on n'a pas envie de laisser sur le bord de la route des gamins qu'on aurait entre guillemets détruits psychologiquement en étant à la course au détail, au gain et ce qu'on souhaite. Et que c'est valable aussi pour la World Tour. C'est vraiment avoir des athlètes qui soient bien dans leur basket avant de penser à tout le reste et de tout optimiser. Ce qu'on veut essayer, alors c'est pas toujours facile et selon les tempéraments, c'est plus ou moins compliqué, mais c'est de garder que l'athlète soit opérationnel, mais que à côté l'homme entre guillemets soit heureux, comprenne ce qu'il fait. Je pense qu'on a un modèle où on lutte vraiment sur les robots. Je pense qu'on en a de plus en plus des jeunes. Tous les jeunes aujourd'hui qui arrivent, ils ont idolâtré ce qui s'est passé dans les années 2010, c'est les marginal gains, c'est tout ça. Donc eux, ils sont formatés à ça. Pour eux, la norme, c'est ça, c'est d'aller peser chaque grainerie, que tout soit millimétré. Mais nous, on essaye de toujours garder du bon sens dans ce qu'on fait et que le coureur comprenne pourquoi il fait ces choses-là. Donc, avec certains, c'est facile et on se rend bien compte, les athlètes qui vont perdurer et faire des longues carrières, c'est des athlètes qui comprennent ce qu'ils font et qui sont acteurs de leur modèle. À l'inverse, les coureurs qui sont là uniquement pour appliquer, qui veulent dire c'est toute faite et juste des consignes à appliquer, généralement dans la durée, ça tient pas très longtemps. Donc, c'est pas toujours facile, surtout avec les jeunes. Surtout que voilà, on s'ouvre aussi de plus en plus. Pendant très longtemps, on était une équipe française, donc on avait des coureurs qui venaient uniquement de France. Là, on a de plus en plus de coureurs qui viennent de partout en Europe, voire on a quand même pas mal aussi d'Australiens, Néo-Zélandais dans nos équipes jeunes et dans l'équipe All Tour. Et voilà, déraciner un gamin à 18, 19 ans à l'autre bout du monde, il y a intérêt d'être bien encadré. Donc notre conti, on fait attention à ça, mais c'est les limites du système. Et ce qu'on veut pas, et c'est ce qui nous fait peur, c'est les discussions qu'on a beaucoup avec l'équipe, avec Marc, avec Fred, avec les gens de la Conti. C'est que là, quand on additionne le nombre de coureurs dans les continentales françaises, ça fait un gros peloton. Donc ces coureurs-là sont plus dans le milieu amateur, donc forcément le niveau amateur va un peu baisser. Quelle va être la place des équipes DN dans tout ça? Forcément, ça bouge. De l'autre côté, on peut pas reprocher aux équipes pro d'essayer de mieux former leurs jeunes. Enfin, je pense qu'on essaye tous de faire au mieux. On a chacun nos intérêts. Forcément, ça fait un peu de la casse. Et le but, c'est d'avoir le moins de ratés possibles ou de gamins qu'on va déscolariser tôt, parce que forcément, qu'on intègre une conti, pour si peu que, comme nous, il y a un centre de lieu de vie, alors on essaye de garder de la scolarité en face, mais voilà, on se rend bien compte, hein, de plus en plus, on veut que les juniors, les jeunes espoirs, ils aient de plus en plus de volume d'entraînement. Donc, en face, quand il y a de la scolarité, c'est quand même très compliqué. Donc, tout ça est complexe. Donc, c'est aussi important de rencontrer les parents, surtout dans ces catégories-là. Et ouais, c'est des choses qu'on doit faire attention, mais et c'est pour ça que le nombre des équipes juniors, espoirs, peut-être à terme, ça sera important de le limiter pour pas qu'on fasse que de la masse et qu'il y ait beaucoup de déçus ou de ratés dans tout ça. C'est ça la crainte qu'on a aujourd'hui avec l'évolution qu'a le modèle, où on va arriver à ce que à des cadets, on va bientôt proposer dans ce qui se fait à l'étranger, on va y venir en France parce que il y a forcément de la surenchère à proposer déjà des contrats pro en sortant de cadet, alors qu'on sait très bien que dans notre sport à nous, il y a des grosses disparités, ne serait-ce par rapport à la puberté et ces choses-là. Et donc, ouais, c'est complexe et on le voit, le vélo bouge, qu'on voit ce qui se passe au niveau des meilleures équipes, la fusion l'an passé qui aurait pu avoir lieu entre, on parlait d'Ineos Movistar ou de Quick-Step Jumbo. On sent que ça bouge un petit peu de partout. On va chercher tous de plus en plus jeunes. Et là, ouais, on est un petit peu, je pense, à une bascule entre différents mondes. Donc, ouais, nous, on essaie de garder notre ADN, comme je t'expliquais, sur la formation des jeunes, mais en gardant toujours du bon sens et avec un côté humain dans ce qu'on fait. Avec la limite de nos moyens, évidemment, parce que quand on voit les budgets qui augmentent beaucoup à l'étranger, nous, en France, on sait que c'est compliqué par rapport à ça de lutter. Ah, mais c'est très intéressant, hein, tout ce que tu dis et sincèrement, c'est ce qui transparaît un peu et j'en discute parfois avec des collègues de l'équipe Groupama FDJ où on sent que peut-être la carrière là-bas peut être plus longue que dans d'autres équipes. Après, c'est une impression, hein, bien sûr, mais en tout cas, ça vient coller cette impression-là avec ce que tu dis. Et, Ouais, et on a après, je toujours voulais aussi gardé, rebondir sur... vas-y.
Ouais, mais comme tu le dis, je pense qu'on a toujours gardé à la fois des coureurs qui ont des résultats. Je pense que nos leaders qu'on a gardés pendant très longtemps, ben voilà, Arnaud, la dernière année a été compliquée pour différentes raisons, mais pendant 12 ans, il nous a gagné tellement de courses et il a tenu l'équipe, alors que tous les 2 ans ou tous les 2, 3 ans, à la fin de ses contrats, il avait des grosses propositions ailleurs pour partir, mais l'équipe continuait toujours d'évoluer. Il est resté. C'était pareil pour Thibaut, c'est pareil pour David Godu, Valentin Madouas. Je pense que l'équipe ne cesse d'augmenter avec ses moyens, qui augmentent aussi, mais voilà, on reste en France avec des charges qui sont différentes de ce qui se fait à l'étranger. Donc on essaye de lutter au mieux. Et en parallèle de ça, on essaie de garder ouais, entre guillemets, des capitaines de route qui perpétuent l'ADN de l'équipe, l'esprit de l'équipe. On en a perdu beaucoup sur les 5-6 dernières années. Mais voilà, en ce moment, d'Olivier Legac, qui eux étaient déjà dans le programme, tu vois, en junior, sont toujours là et font partie des piliers de l'équipe. On a Rudy Mollard, certes, n'a pas été formé chez nous, mais je l'avais déjà eu avant Etup. Enfin, on connaît vraiment bien le bonhomme et aujourd'hui c'est aussi un des relais comme ça et on sait qu'on va en garder. Alors les nouvelles générations switchent beaucoup plus vite. On sent que des deux côtés ça consomme de plus en plus. On est moins sur ces valeurs de fidélité, mais pour autant nous on attache une grande importance à ça. Ah, d'accord, intéressant. Et au niveau de la détection des jeunes, enfin, donc on a beaucoup parlé des jeunes, mais pour les faire intégrer le programme junior, après c'est de plus en plus tôt, mais vous allez vous appuyer sur les résultats uniquement, un suivi, des valeurs physiologiques, des valeurs de puissance, enfin, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu là-dessus sur ce modèle de Bah, détection? c'est un mix de tout. Jusque-là, pendant longtemps, ça a été Nico Boisson, Nicolas Boisson, qui a été intégré au début uniquement pour faire du scoutisme sur la partie junior, qui a participé au développement de la Conti. Il est passé depuis 2 ans dans l'équipe World Tour, donc c'est Joseph Berdin-Sémon qui a pris le relais, qui est acteur de l'équipe Conti, mais qui, avec Benoît Vaugrenard, bah, pareil encore, tu vois, un ancien qui a fait toute sa carrière dans l'équipe World Tour, qui a fait 16 ou 17 ans pro, qui a switché directeur sportif en ayant un œil sur les jeunes. Voilà, on est tout le temps à perpétuer ça et c'est Joseph et Ben qui bah, prospectent les résultats des jeunes, cadets, juniors, sur les 2 dernières années, sont allés pas mal sur les courses et ont essayé de constituer voilà, cette équipe junior. Pour la première fois, bah, on va avoir une équipe qui va courir sur quelques courses sous un maillot Groupama FDJ. Donc ça, c'est une nouveauté. En face, on sait que la concurrence est rude et AG2R, Decathlon, bah, a forcément une longueur d'avance là-dessus avec un gros collectif, en ayant pris la succession de ce qu'on faisait avant avec FDJ Between, hein, si on se rappelle bien. Mais ouais, forcément, la détection, elle va se faire à tous les points de vue. Forcément, il y a les résultats, ça aide à voir et à sélectionner des coureurs. Mais après, on s'attache aussi à l'échange qu'on peut avoir avec les athlètes, les tests qu'on peut avoir, parce qu'aujourd'hui, tous les cadets ont aussi des capteurs de puissance, font des tests dans que ce soit au niveau des comités. Donc, on arrive à se procurer aussi ces datas-là. Et on a aussi des sessions testing à Besançon, où voilà, on fait des tests que tout le monde connaît, mais qui permettent aussi de caractériser le potentiel en plus de ce qu'on peut obtenir au quotidien via les capteurs. Et de plus en plus à ces âges-là, heureusement, il y a aussi les échanges avec les parents, l'encadrement familial qui est aussi intéressant. Et c'est un mix de tout ça qui fait qu'on va cibler certains coureurs. Voilà, certains nous rejoignent, certains vont choisir un autre projet à côté. Et donc forcément, la bataille est rude pour sélectionner ces jeunes-là. Et donc voilà, c'est la première année où nous on renforce ce programme junior-là, et on sait qu'à terme, ça va continuer ça risque de continuer dans ce sens-là. D'accord. Et maintenant, pour revenir un peu sur le modèle global de la Groupama FDJ, le modèle d'entraînement, hein, dans lequel tu es une pièce maîtresse, est-ce que vous avez des axes d'évolution que vous allez développer, enfin toi, en arrivant à ce poste, est-ce qu'il y a des chantiers particuliers que tu penses développer dans les années à venir? Je pense par exemple, hein, nutrition, entraînement, altitude, tout ça. Est-ce que vraiment il y a des axes définis pour la progression de ce modèle? Je pense qu'il y a un domaine où on a énormément avancé, où on a le plus avancé depuis, je pense, 3 ans. C'est sur le lien entre entraînement et nutrition. Vu tout ce qui sortait, tout ce qui se faisait, on n'a pas échappé à recruter un nutritionniste à temps plein dans l'équipe
2020 ou 2021. Et depuis, on se rend vraiment compte que c'est un Lucas Papillon, notre nutritionniste, tu vois, celui avant-gardiste sur ça. On a énormément appris, moi en tant qu'entraîneur, mais aussi bah, toute la sphère entraînement, sur ces passerelles et le besoin de faire coïncider les deux pour mieux comprendre et surtout individualiser le travail, mais que ce soit au quotidien, que ce soit en course, que ce soit sur les stages altitude, sur la récup, toutes ces choses-là. Et on a énormément avancé depuis 3 ans. Forcément, t'imagines bien les capteurs qui nous permettent de suivre type Super Sapiens, la glycémie, bah, nous font avancer. Voilà, bon, ça peut être utilisé comme au début les capteurs de puissance. Hein. Tu t'imagines bien, tu as des chiffres, tu peux leur faire dire n'importe quoi. Seulement, voilà, je pense que là-dessus, on a une belle expertise. On travaille avec différents spécialistes aussi. On a beaucoup de savoir dans l'équipe et de croiser tout ça, la partie médicale, la partie perf, la partie nutrition, avec des collaborations externes. On a énormément avancé sur ce modèle-là. Donc le but, c'est, ouais, peut-être sur ces dernières années, on s'est concentré sur les leaders parce que c'est difficile de drainer 28 coureurs. À un moment donné, on n'a pas le budget d'avoir 4-5 nutritionnistes comme certaines autres équipes. Mais là, voilà, on continue d'avancer. On a un deuxième qui vient d'arriver, qui est Jocelyn Guyot, et on sait on renforce encore cette partie-là parce qu'on sait qu'elle est essentielle et fondamentale et qu'elle contribue à ce qu'aussi le niveau est clairement augmenté sur les dernières années. Et je pense ouais, on a bien pris le train et on a des gens hyper compétents pour nous aider par rapport à ça. Après, en parallèle, voilà, comme tu l'as dit, je pense qu'aujourd'hui, l'entraînement, il y a plein de ficelles, il y a plein de cordes à prendre de partout. Je pense que une chose importante, c'est que nous, on est des entraîneurs d'équipe. Et je pense qu'on a un métier qui est alors, il y a forcément des points communs, mais différents des entraîneurs perso individuels. Je pense que dans certains sports qui sont purement individuels, c'est facile de se focaliser que sur l'entraînement de l'athlète. Et le reste, c'est l'athlète qui le gère ou sa structure. Nous, on a en un, ce qui compte le plus, c'est la stratégie sportive, c'est repartir du programme de course qui doit être ben voilà, établi avec les directeurs sportifs. Et je pense que là aussi, on est une équipe où on arrive à bien, entraîneur et DS, dans certaines équipes, on sait que c'est complexe. Nous, on arrive vraiment à bien travailler depuis que je suis arrivé dans l'équipe, mais ça se renforce encore plus. Et c'est à partir de ça que l'entraînement prend aussi son sens, quoi, à partir du rôle que la direction donne à un athlète. Voilà, on essaie d'incorporer tout ça et de collaborer au mieux. Et notre boulot, en tant qu'entraîneur d'équipe, il est là, il est à la fois de suivre l'athlète, développer ses qualités physiques, mais tout le temps en étant dans un cadre équipe. Et ça c'est important. On sait qu'on voilà, on est déjà bon là-dessus et on met encore en place des choses en interne pour être encore meilleur cette année. Et sur la partie altitude, ben, toujours pareil, on en apprend toujours. L'acclimatation chaleur aussi, je pense que c'est quelque chose qui est encore peut-être plus facile à mettre en place qu'un chaise d'altitude et qui est bénéfique pour tout le monde. Donc c'est toutes des choses qu'on met déjà en place, mais que voilà qu'on essaye de capitaliser et d'être encore meilleur sur ce type de suivi-là. Et je pense à quelque chose, on a parlé de nutrition, d'altitude, mais il y a l'intelligence artificielle maintenant, on en parle de plus en plus dans la vie de tous les jours, hein, mais aussi dans l'entraînement. Est-ce que tu penses Ouais. que justement ça a sa place dans la performance en cyclisme ou c'est quelque chose qui restera de côté justement au niveau de l'entraînement? Bah, on va forcément y venir. Aujourd'hui, je pense que c'est encore quelque chose. On ne sait pas jusqu'où on va pouvoir aller avec tout ce domaine-là. Encore ce matin, on échangeait avec nos data scientists et là, il y a de plus en plus on parlait d'un congrès qui va avoir lieu bientôt, qui a l'air hyper intéressant sur le sujet. Donc, on est très ouvert sur ces problématiques-là et en ayant deux personnes à temps plein qui travaillent aussi sur l'analyse des data, mais l'analyse des data, ça veut tout dire, hein. Nous, ils nous ont apporté une grande aide sur des outils qui nous permettent à nous, en tant qu'entraîneurs, de gagner du temps pour analyser des séances, pour ne serait-ce aussi de détecter et avoir un profil d'un coureur, mais de manière très rapide. Ils nous font gagner énormément de temps sur des procédés et des méthodes. Et après, bah, aussi, où ils ont un grand rôle, ça va être de croiser tout ce qu'on mesure. On mesure beaucoup de choses, mais d'aller chercher et de croiser
pour eux ressortir via des algos et via les méthodes qu'ils développent des indices encore plus intéressants que ce qu'on a déjà et ce qu'on connaît. Donc, c'est sûr que ça va nous apporter des choses. On reste aux aguets par rapport à ça. Et voilà, en ayant deux personnes qui travaillent activement là-dessus, on sait que on est dans le train, entre guillemets, de ces nouvelles perspectives-là. D'accord. Et maintenant, pour une deuxième partie, là, on a beaucoup parlé du modèle de performance de la Groupama FDJ. Maintenant, j'aimerais qu'on se concentre un peu plus sur ton expérience à toi d'entraîneur. Je voulais, pour commencer, que tu nous parles un peu des fondamentaux pour toi de l'entraînement. Alors là, j'ai une anecdote qui me vient en tête, mais je me souviens qu'il y a 10 ans en arrière, à la fac, tu étais au CC Études, donc un peu plus de 10 ans, et c'est vrai que tu avais des bons Ouais, résultats, voire des plus. très bons résultats avec les coureurs que tu suivais. Et ouais, plus. Et je me souviens qu'un coureur était venu me voir et m'avait dit, ben, dans le peloton, on dit que Julien Pinot a une méthode secrète pour l'entraînement. Alors moi, je t'avais rapporté ces propos, ça t'avait fait rigoler, et puis tu m'avais dit, alors je le retiens comme ça, peut-être que tu me l'avais dit différemment, hein, mais moi j'ai retenu que tu m'avais dit que le plus important finalement, c'était les fondamentaux et que toi, tu passais déjà beaucoup de temps à pousser ces fondamentaux et à appliquer ce qu'on connaissait déjà, et que ça, c'était déjà quelque chose qui prenait beaucoup de temps, et donc que finalement, il n'y avait pas de botte secrète dans l'entraînement. Alors voilà, je ne sais pas si je le retranscris de la bonne manière, mais je voulais savoir si c'était toujours ta philosophie. Et justement, par rapport à ces fondamentaux, est-ce que tu peux nous dire un peu pour toi les bases de l'entraînement qui sont importantes pour les cyclistes qui nous écoutent? Bah, les fondamentaux, ça veut tout rien dire. Après, l'anecdote est marrante. C'est vrai que dans une relation entraîneur-entraîné, ce qui est aussi important, au-delà du contenu qu'on va faire passer, c'est aussi le type de relation qui se crée et l'accompagnement et la confiance qui doit être réciproque et comment elle se met en place. Voilà, ça c'est une petite parenthèse et je pense que c'est ça aussi que de plus en plus, il y a de plus en plus d'entraîneurs par rapport à il y a 10-15 ans. Tu te rappelles, je pense que on n'était pas beaucoup en DN1. J'étais un des premiers qui était uniquement là en tant qu'entraîneur et pas directeur sportif. Mais maintenant, je pense que chaque DN1 a son entraîneur bien attitré. Enfin, tout a évolué et c'est top. Je trouve qu'on voit aussi de plus en plus d'entraîneurs qui veulent exister à travers des méthodos ou des mesures, des calculs et en gros avoir la bonne pensée via des chiffres. Je pense qu'il faut pas oublier que l'athlète, enfin notre finalité à nous, c'est que l'athlète il ait des résultats derrière et pas l'entraînement, c'est pas la finalité de l'accompagnement qu'on a. Pour beaucoup, on a l'impression que des fois le plus important c'est de bien s'entraîner. Non, le plus important pour nous, ça reste la compétition. Donc pour ça, et ça je le garde toujours. C'était des discussions qu'on avait déjà avec Jérôme Gana à l'époque à Etup, ouais, il y a 15 ans. Et dans l'équipe, c'est toujours pareil. C'est aussi des vives discussions qui nous turlupinent avec les directeurs sportifs où des fois les coureurs à la vie d'une course sont plus contents d'avoir battu un max ou ce genre de choses que du résultat. Non, ce qui compte, c'est le résultat, c'est qu'est-ce qu'a fait l'équipe, quel a été le travail collectif par rapport à la stratégie qu'elle a mis en place. Je pense que trop souvent, on va réduire les entraîneurs au watt ou voilà, à toutes sortes d'indices. Je pense qu'il faut pas oublier, c'est ça. Déjà, faut déjà faire comprendre ça à l'athlète avant de débuter l'entraînement. Je trouve que c'est quelque chose d'important. Et après, les fondamentaux, oui, je pense que les qualités fondamentales, tu les connais. Je pense que là, de plus en plus, partout sur les réseaux depuis quelques années, avec ce qui se passe avec Pogacar, on parle de zone 2, de San Milan, toutes ces choses-là. Au final, travailler à zone 2, pour moi, c'est un fondamental en fait. Sauf qu'aujourd'hui, on va lui donner ce nom-là, et soi-disant c'est révolutionnaire, mais c'est pas tant révolutionnaire que ça. Certes, il y a de plus en plus de publications et au niveau physio, il y a de plus en plus de preuves et de choses qui viennent prouver pourquoi ce travail d'endurance est très important. Voilà, ça apporte plus de billes finalement, mais ouais, je trouve que la base est là. Et moi, la méthode un petit peu, c'est toujours d'avoir du bon sens, que l'athlète comprenne ce qu'il fait. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je tiens et pas suivre. Enfin, c'est pas lire le dernier article qui sort ou d'entendre ah, telle équipe fait ça, faut faire ça, partir dans tous les sens. Je pense que là-dessus, on a toujours gardé une ligne de conduite. Forcément, on l'a fait évoluer. Je pense qu'il y a nos premiers stages altitude, on les a fait, ouais, peut-être plus tard que certaines équipes anglo-saxonnes qui avaient plus de moyens que nous. Je pense qu'on a vraiment
commencé en 2018-2019 d'aller dans ce domaine-là, mais on a aussi eu l'intelligence de se dire avec certains coureurs à qui ça ne collait pas, de dire on arrête, on reste sur un modèle qui fonctionne, t'es performant comme ça, tu trouves plus de plaisir. Je pense notamment à Thibaut où voilà, deux, trois stages hypoxiques, ça fonctionnait pas et ça apportait pas forcément les gains intéressants chez lui. On aurait pu se buter et dire, ah, si c'est la méthode qui marche, tous les grands leaders qui gagnent le tour, ils font ça. Oui, non, sauf que c'est un coureur qui dort mal en altitude. Ben, on sait que le sommeil, c'est quand même la première chose. Il faut que dans l'entraînement, il y trouve du plaisir. Polariser, pour Thibaut, c'était pas quelque chose qui l'intéressait. On le sait que le travail sur des stages d'altitude encore plus, où on passe beaucoup de temps dans la zone I3, entre guillemets, c'est pas ce qu'il faut faire. Et donc, ben voilà, on s'adapte au modèle des gars. Et je pense que ma méthode, entre guillemets, peut-être, c'est de m'adapter au fonctionnement du coureur, d'essayer d'apporter évidemment du contenu, du bon, mais surtout du bon sens et de mettre en application du bon sens. Je pense que il y a beaucoup d'entraîneurs où on est tous dans les mêmes congrès, on lit tous les mêmes articles scientifiques. Enfin, après, voilà, on a tous une sensibilité différente, mais à la fin, ce qui compte, c'est l'application et c'est la manière dont le coureur l'exécute, le comprend, l'intègre et comment on arrive à accompagner ça dans une dynamique d'équipe. Mais je pense que notre méthodo, elle est surtout là-dessus, quoi. Plus que, tu vois, se dire, ah tiens, il y a une nouvelle méthode qui sort. À un moment donné, le programme, par exemple, Inside, où beaucoup d'équipes, à un moment donné, ont pris le manche de ça, faisaient beaucoup de pubs. Aujourd'hui, on se rend compte qu'elles sont revenues un peu en arrière. Les mesures de lactate, c'est une mode. Hop, petit à petit, ah bah oui, mais attention, il y a ci, il y a ça. Je pense que c'est des évolutions, mais il faut rester prudent et toujours faire preuve de bon sens. Et surtout, je pense que la base de tout, ça reste que l'athlète, c'est pas un robot et il doit comprendre ce qu'il fait, il doit ressentir les efforts, les zones, les exercices qu'on fait, pourquoi il les fait, comment il évolue. Je suis pas un fan des tests à l'entraînement, par exemple. Euh, à chaque fois, C'est-à-dire, des tests maximaux à l'entraînement, ce genre de choses. Je suis vraiment pas fan de ça. Moi, je préfère utiliser des key workouts ou des séances type qui me permettent d'évaluer le potentiel du mec, de voir son évolution et de les comparer dans le temps, plus que voilà, faire un test tous les 4 5 semaines pour suivre une évolution, de reprendre des mesures. Certains athlètes adorent ça, et pour le coup, ceux qui ont un fonctionnement très cartésien, et voilà, il y a certains athlètes qui ont ce fonctionnement-là, qui pourraient, et c'est généralement ces athlètes-là qui deviennent aussi entraîneurs dans la foulée, qui ont besoin de comprendre la physio de ces choses-là. Mais il y en a beaucoup, non, ils font du vélo, c'est pas pour être physiologiste ou être entraîneur. Donc ces coureurs-là, je suis pas certain que ça leur apporte plus de bien que ça, et il y a moyen d'avancer, de construire le programme d'entraînement cohérent, sans pour autant passer son temps à faire des tests qui peuvent être source de stress ou mettre à mal la confiance que le coureur peut avoir avant une compétition. Et finalement, ce qui compte, encore une fois, pour moi, c'est la compétition. Le vrai test, ça reste la compétition. Mais évidemment, après, on a différents outils pour mesurer. On mesure de plus en plus. Et je pense qu'une chose qui risque de nous faire avancer, pour le coup, je pense que c'est quand on aura des moniteurs de lactate en continu. On sent que ça va arriver. Je pense que certaines entreprises sont proches d'arriver à ça. Et ça, pour le coup, je pense que ça nous fera évoluer. Et ça fera, ouais, ça apportera des choses en plus. Ça sera complémentaire, mais ça révolutionnera pas tout non plus. Mais je pense que ça sera plus intéressant que les mesures qu'on est capable de faire à la volée, comme ça, sur des séances ou des protocoles bien précis. bah, justement, tu parles des lactates et tu parles des modes aussi. Il y a quand même une certaine mode autour des lactates, notamment, Ouais, enfin, on parle de méthode norvégienne, Inigo San Milan aussi sur les réseaux. Euh, à la FDJ, à la Groupama FDJ, est-ce que vous utilisez déjà ces procédés? Tu parles des capteurs portatifs, mais pour l'instant, c'est pas encore sorti. ouais, Enfin, portatif, hein, on se comprend, hein, mais ouais, ouais. est-ce que vous l'utilisez ou est-ce que vous restez sur des choses plus basiques comme la puissance? Très peu, très peu. Franchement, on les utilise très peu dans des rares cas, quand on voulait aller un petit peu plus loin par rapport à des choses qu'on pouvait observer au niveau des capteurs de glycémie. On a pu faire quelques tests complémentaires pour aussi mieux comprendre. Tout se croise évidemment, mais on utilise ça très peu. Et, ouais, on utilise ça très peu. Et comme je te le dis, je pense qu'on attend vraiment ce type de. Moi perso, j'attends ce type de capteur pour aller plus loin, plus en routine et pas
Parce qu'on le voit là, sur les stages de décembre, chaque équipe va faire ses tests, toutes ses mesures. On les fait 2 fois dans l'année, puis après les coureurs, ils sont un petit peu partout. C'est plus compliqué d'avoir un suivi, donc ouais. Si c'est juste pour faire, avoir ouais, 2 belles courbes sur 2 stages et après le reste de l'année, on n'apporte plus grand-chose. Je suis pas un grand fan. Pour autant, c'est pas pour autant que on en fera peut-être un peu plus dans les années à venir. C'est quelque chose où voilà, là-dessus avec Fred, on avait aussi des vives discussions. Et on en revenait un petit peu aux mêmes conclusions que voilà, c'est tellement multifactoriel et que ça serait trop facile de tout réduire à ça. Mais ouais, on a déjà fait aussi, tu sais, des tests et même des entraînements avec les masques du VO2 sur le terrain. Mais au final, tu te rends compte, ça fait un ou deux one-shot, mais au final, dans le temps, ça, voilà, t'en reviens quand même à chaque fois et d'arriver sur le long terme ouais, à garder des choses simples, même si, voilà, encore une fois, dans certains cas, oui, mais tout le temps, le généraliser, non. Et pour autant, c'est aussi qu'on échange avec certains coureurs qui vont changer d'équipe ou qui ont d'autres expériences, qui avaient d'autres équipes où ça se faisait beaucoup. On sent que ouais, les coachs prennent du plaisir à faire ça, à maîtriser ça, mais au final, l'athlète à la fin, c'est pas forcément ça qui fait la diff et qui fait qu'il va surperformer. Par contre, le contenu, oui, contenu des séances, la cohérence entre courses, entraînement, les stages, ça, oui, ça c'est fondamental. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu parles des tests lactates, des coureurs qui viennent de l'étranger, est-ce qu'il n'y a pas parfois dans les équipes françaises un complexe un peu injustifié par rapport à ce qui se fait à l'étranger? Toi, tu as vu beaucoup de mouvements, hein, des coureurs de l'étranger venir dans votre équipe, des coureurs de votre équipe Ouais. partir, certains ont été restés en contact avec certains. Est-ce que vraiment les équipes françaises ont un complexe à avoir par rapport à certaines équipes étrangères? Pour moi, non, en tout cas, pas la Groupama FDJ. Après, toi, rien que là, équipe française et équipe Groupama FDJ, finalement, hein, tu peux pas généraliser. On a tous un fonctionnement qui est différent. Il y a quand même beaucoup d'équipes françaises, donc on est le pays qui a le plus d'équipes World Tour. Je pense que faut être fier de ça aussi. Pour autant, oui, on est catégorisé un petit peu pays du vieux vélo dans l'approche un peu anglo-saxonne finalement de l'optimisation de la perf. Pour autant, les coureurs qui nous ont rejoints, ceux qui partent et qui changent d'équipe, en tout cas chez nous, je parle à la Groupama, il n'y a pas d'énormes différences. Après, ce qui fait la diff par rapport aux grosses équipes mondiales, ben voilà, c'est le budget. Enfin, faut pas se cacher non plus. Quand une équipe comme UAE ou Ineos, finalement, si on prorata par rapport aux charges sur les salaires, ils ont 3 fois plus de budget que nous. Heureusement qu'avec 3 fois plus de budget que nous, ils ont plus de staff, ils sont capables de mieux accompagner les coureurs, de faire plus de stages. En plus, ils ont la possibilité de mieux cibler les compétitions parce que nous, en France, on a le calendrier World Tour, mais on a obligation de participer à toutes les courses du calendrier français. Toutes ces classes 1, c'est des belles courses. Voilà, l'équipe Groupama et notamment via Marc, on est fiers de participer au fait que ces courses continuent d'exister et que nos coureurs puissent être sur ces courses-là. De l'autre côté, on sait que des fois, ça nous complique le calendrier et la base d'un bon programme d'entraînement, c'est déjà d'avoir un bon calendrier de course. En tout cas, dans une équipe Pôle Tour. Je pense que tu as connu ça aussi chez BNB à l'époque avec certains de tes coureurs. Le programme d'entraînement, on va l'adapter déjà au programme de course. C'est ça qui guide le reste. Donc, Et donc, ouais. Et donc, par rapport à l'étranger, oui, enfin, nous, enfin, perso, je complexe pas de ce qu'on est capable de leur apporter. Alors, on sait, oui, peut-être que Ineos, Jumbo, je pense que ouais, c'est peut-être les 2 équipes qui font aujourd'hui le mieux les choses dans l'accompagnement de la perf. Mais elles ont un budget qui leur permet de travailler aussi avec les meilleurs coureurs du monde, ceux qui ont le plus gros potentiel. Elles ont plus de budget pour accompagner les coureurs. Et je pense que nous, au ratio budget, résultat, quand on regarde un petit peu, on est 7e équipe mondiale. Je pense qu'on fait du bon travail. Les agents de coureurs nous le disent aussi. Quand on recrute des mecs, ils savent je pense qu'on fait partie ouais, du top 5, top 6 des équipes qui ont le meilleur suivi de coureurs. Donc, ouais. En tout cas, nous, on n'a pas de complexe par rapport à ça. Mais oui, médiatiquement, sur les réseaux, ok, on peut lire ce genre de choses, mais en tout cas, nous, en interne, on est fiers de ce qu'on est capable de faire, de la manière ouais, dont on avance et dont on construit notre équipe. d'accord. Et sinon, je reviens à la charge sur les fondamentaux. Je vais essayer de reposer la Oui, question différemment pour
un peu creuser tes méthodes d'entraînement, même si méthode, c'est peut-être pas le mot et le mot qui convient le mieux. Est-ce qu'il y aurait, pour les cyclistes qui nous écoutent, des grosses erreurs à ne pas faire ou dans ta carrière qui est relativement longue maintenant? Est-ce que tu as pu dégager certaines erreurs qui revenaient fréquemment et qu'on pourrait éviter facilement en tant qu'entraîneur et en tant que coureur? Bah, les grosses erreurs, hmm, je pense que je pense que je pense plus le temps évolue finalement, plus en apprenant, on se rend compte que le travail en intensité est intéressant. Mais tu vois, pendant un certain moment, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir de la qualité sur les séances d'entraînement. Donc d'aller chercher des exercices intéressants, seuil, PMA, lactique, et de se focaliser sur le fait d'être capable d'aller chercher des max dans différentes conditions, sur fatigue, sur chaleur, enfin, ce genre de choses à l'entraînement. Et finalement, de ce modèle-là, personnellement, j'en suis un petit peu revenu. En fait, ouais, je pense que des fois, l'entraînement peut être trop dur. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'interviews des coureurs de jumbo qui mettent ça en avant, finalement, que c'est pas forcément le fait de s'entraîner tout le temps dur qui fait qu'on va forcément être plus fort derrière, tu vois. Et je pense que c'est un mix à avoir entre les deux. Et peut-être à un certain moment, on mettait trop voilà, la charge et l'intérêt d'aller chercher dans les max tout le temps l'entraînement. Et finalement, on induisait aussi une certaine fatigue mentale qui faisait que dans le temps, voilà, il peut y avoir aussi une certaine usure. Et finalement, quand on arrive sur la compétition, bah, finalement, on est un peu usé parce que on a mis beaucoup d'énergie physique et mentale dans l'entraînement. Et je pense que ouais, c'est souvent le cas. Je vois même des fois des jeunes qui ont des programmes, qui ont des entraîneurs perso, qui ont des entraîneurs, et on se rend un peu compte que ben, le fait de donner beaucoup d'entraînements très spécifiques, très durs, finalement, ça légitime aussi un peu le travail de l'entraîneur, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je parle pour un peu le Ouais, grand oui, oui, public. je vois Et bien. au final, Mettre toujours non, des exercices pas pour que le forcément. on dise Ouais, il, hmm, il m'a donné pas des exercices, forcément. c'est bien. Ouais, pas forcément. Et au final, bah, le travail, et là on revient un petit peu, ouais, travail dans l'endurance, travail en zone 2, pas toujours bourriné entre guillemets dans la zone 3. Ça, c'est le type d'erreur qui peut arriver. Je pense qu'on a un sport où ouais, on a besoin d'avoir du volume, du travail en endurance. Et le travail intensif, il en faut, mais bien adapté. Et l'autre chose aussi qui est importante pour moi, c'est tout ce qui est l'intérêt des coupures et micro-coupures. Je sais qu'il y a certains ouais, coachs qui revendiquent pas les longues coupures ou que les micro-coupures sont très courtes, très rétrécies, très raccourcies. Pour le coup, pour moi, c'est fondamental parce que je reste persuadé que on parle beaucoup d'entraînement en nutrition, mais faut vraiment, enfin, je trouve qu'il faut vraiment penser à l'équilibre entre tout ce qui est entraînement physio et le plaisir, la partie mentale. Et les coupures, elles ont un intérêt. Alors, ok, peut-être que sur l'aspect purement physique, faut pas qu'elles soient trop longues ou voilà, faut les gérer, mais sur les aspects psychologiques, mentaux, elles sont vraiment fondamentales. Et pour qu'un coureur dure dans le temps, sur une saison, entre les saisons et sur des longues carrières, pour moi, c'est micro coupures, voilà, selon chaque cycle d'objectif et les coupures entre les saisons. Pour moi, elles sont fondamentales. On a trop, tu vois, là, on sort de l'hiver, mais on voit trop, je trouve, de coureurs qui en novembre font déjà des séances de fou, font déjà, ouais, font déjà plein de choses, mettent plein de choses en place en novembre. Alors que entre guillemets, les vraies courses, elles commencent beaucoup plus tard et c'est là qu'on les attend. Et on se rend compte que souvent, les mecs, ils vont sortir leurs meilleurs entraînements sous les stages de janvier. Mais le but, c'est pas d'être le plus fort en janvier, c'est d'être le plus fort en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet. Et c'est quand même pour moi ouais, c'est des grosses erreurs, on le voit souvent, et je pense que tu as plein d'exemples en tête, on en a plein autour de nous. Et ouais, les fondamentaux, finalement, ça, pour moi, c'est un fondamental. C'est le mois de novembre, par exemple, le mois de la reprise, la coupure et la reprise. Ça, pour moi, ça doit rester progressif. Ouais. La progressivité, c'est un, un aspect fondamental pour moi dans l'entraînement, dans chaque reprise post-micro-coupure. Ouais, c'est ce genre de choses. Pour moi, c'est ce que j'appelle le bon sens. C'est peut-être pas assez scientifique comme terme, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye d'appliquer. C'est ce qu'on essaye d'appliquer. Et quand on arrive à avoir ce objectif des coureurs qui sont frais psychologiquement,
bah en fait, ça fait plus la différence que d'avoir placé peut-être deux, trois séances intensives de plus, tu vois. Mais je pense parce que le vélo est un sport particulier. Je pense que ça vaut pas dans l'athlétisme, dans le trail, dans le triathlon, dans ces sports où tu as un événement, une course, c'est une journée, tu vois. Nous, on a quand même bon, on a beaucoup de voyages, faut gérer tout ça, les courses à étapes qui se succèdent, les stages, et ça, on peut pas faire du copier-coller de. Alors, ce qui se passe dans d'autres sports, c'est hyper enrichissant. Mais dans l'entraînement, je pense que c'est à vraiment intégrer. En tout cas, dans les équipes, voilà, encore une fois, dans les équipes World Tour, hein, je parle de ce qui me concerne moi et ça concerne moins le grand public qui a une compétition chaque week-end, tu vois. Mais ça une grosse fatigue et ça, c'est à prendre à considération et souvent, c'est trop peu le cas. Mais le nombre de coureurs, Mais je ça, pense que nous, ça nous arrivait, ouais. qui étaient très forts en janvier. Leur meilleure séance d'entraînement, elles sont en janvier. Tous les tests, ils sont en janvier. Après, en cours de saison, ils sont moins forts. Bah, ouais, pourquoi? Et non, c'est pas le but. C'est pas Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, à Cyclist Performance Academy, là, on se pose beaucoup ces questions-là autour de la coupure. On a eu un vrai débat cet hiver, mais on n'avait pas de réponse vraiment, hein, mais on est vraiment partagé. Enfin, en tout cas, il y a deux modèles. C'est effectivement soit des coupures longues, des fois un mois, 5 semaines, 6 semaines de coupure en hiver, et puis il y a un modèle qui va nous dire attention, réduisez au maximum les coupures, on perd vite derrière, on met plus de temps à récupérer aussi la condition physique. Donc, un vrai débat là-dessus, et c'est très intéressant parce que c'est vrai que les études, j'ai l'impression, le peu d'études que j'ai lues sur ce sujet vont plutôt vers des coupures pas forcément courtes, mais actives, où il faut absolument ouais. garder une certaine condition physique Mm, pour mm, la mm. suite. Et d'un côté, on n'a pas non plus, quand on lit ces études, on n'a pas l'impact sur plusieurs années. Ouais. Donc en tout cas, c'est très Ouais, tout à intéressant fait. d'écouter ton point de vue, Et t'as parce que pas moi, les j'ai pas de aspects réponse en tout cas psychologiques. là-dessus. Et t'as pas les aspects psychologiques. L'étude, elle est faite à un instant T sur des athlètes qui n'ont pas Mm. une saison de World Tour, de un ou deux grands tours. Enfin, et tous les aspects sociaux aussi qui pèsent à la longue, hein. Les athlètes qui ont des enfants, qui ont une vie de famille, enfin, c'est hard. Alors ok, c'est tous les sports de haut niveau, mais c'est à prendre en compte dans l'entraînement. Et un athlète, pour que l'athlète soit bien, il faut que l'homme aussi soit bien dans ses baskets, qu'il ait un équilibre au niveau de sa vie de famille, de ses relations sociales, et c'est important de l'intégrer, tu vois. Même toi, par exemple, c'est ça l'altitude. La partie d'acclimatation, on sait qu'elle est importante. Voilà, on essaye de plus en plus aussi, ben, sur ces parties-là, qu'ils puissent aussi peut-être avoir les familles pas loin ou de les passer avec eux. Toi, c'est des choses, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, mais si ça aide le coureur aussi à finalement à ce que la deuxième partie de sa altitude, il soit plus dedans, il la vive mieux, ben, tout derrière va mieux s'enclencher aussi, tu vois. Et à la longue, au fil des répétitions des stages, au fil des saisons, l'athlète arrive à garder une certaine fraîcheur mentale et une motivation, parce qu'à la fin, c'est aussi ça qui est autant important que tout ce qui se passe au niveau physio. Ah, mais encore une fois, c'est vraiment important, et notamment chez les jeunes, je trouve, parce que là, tu parles du World Tour, hein, beaucoup, parce que c'est là où tu évolues au quotidien, mais c'est vrai que chez les jeunes, on voit de plus en plus, enfin, avec les gains marginaux, tout ça, enfin, des jeunes qui vont s'entraîner très dur tout le temps, y compris en hiver, qui vont faire très attention à l'alimentation aussi, enfin, ça a toujours existé, Ouais, mais ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose, effectivement, qui peut peser sur une carrière. Et même quand on mène, entre guillemets, une carrière amateur, juste pour le plaisir, ben, on voit que des fois certains athlètes vont s'user davantage sur le vélo et être moins performants, alors que des fois ça peut faire du bien aussi d'être un peu plus équilibré dans sa vie, et finalement on est mieux après sur le vélo. ouais, totalement. Mais forcément, quand tu recrutes, enfin, quand je parle du grand public, mais quand tu payes un coach, en gros, tu le payes pas pour qu'il te dise ça non plus, tu vois. Donc, tu le payes pour qu'il te donne du contenu, de l'entraînement, qu'il t'apporte des C'est ça qui est trucs. compliqué, c'est vrai. Mais les bons coachs, pour moi, ça reste, C'est ouais, vrai. ça reste les coachs qui prennent vraiment tout en considération. Non, mais en tout cas, on arrive à la fin de ce podcast. C'était vraiment très intéressant. Si tu as quelque chose à rajouter, un sujet que tu aimerais aborder, n'hésite pas, c'est le moment. Un dernier sujet, peut-être, Non, je sais pas. ou pas. Je pense que j'ai commencé je sais pas si c'est un sujet, mais ouais, j'ai fait. Bah,
je suis arrivé dans l'équipe en étant en thésard, tu vois, donc je viens du milieu universitaire. Comme toi, je vois l'évolution que dans lequel on est. Et c'est aussi pour ça que ben, l'évolution que j'ai dans l'équipe me va de plus en plus. C'est pour ça que là, je sors d'une formation que j'ai fait avec le CDES de Limoges sur le management. Ce qui m'attire de plus en plus, c'est pas finalement la partie purement physio, mais c'est vraiment tout ce qui amène plus au management des hommes et à la synergie qu'il peut y avoir entre le staff, les coureurs, comment réaliser collectivement un objectif, comment faire travailler ensemble les gens. Et ouais, je veux de plus en plus, voilà, ça fait, comme je te disais, c'est ma 13e saison. L'année passée était particulière pour moi, hein, avec Arnaud qui est parti, que j'entraînais depuis très longtemps, Arnaud Demar, Thibaut qui a arrêté sa carrière, que je suis aussi depuis très longtemps. Il y a eu beaucoup de changements et je sens que j'avais besoin aussi ouais, de cette petite évolution et c'est ouais, plus dans ce domaine-là que j'ai envie d'évoluer, de voir la suite de ma carrière. Mais voilà, j'ai encore des beaux projets cette année en tant que de suivi d'athlète, hein, notamment j'en garde encore quatre cette année, je n'ai plus que quatre, dont Stéphane Kung, où on a voilà, des beaux objectifs avec un beau chrono sur le tour. Et derrière, il y a les jeux, il y a les mondiaux. Et ouais, et maintenant, ce qui va me plaire finalement, c'est la suite. C'est plus de coacher les athlètes, mais ça va être de coacher les coachs qui coachent les athlètes. Et c'est ça ouais, qui aujourd'hui, j'ai envie, qui me plaît, et de continuer à le faire ben, au sein ouais, de l'équipe Groupama FDJ, qu'on fait évoluer à plusieurs ouais, depuis longtemps, et continuer ouais, à faire évoluer ça, à créer, ouais, bah, apporter ouais, une nouvelle dynamique aussi au sein des coachs en élargissant le spectre avec l'intégration des juniors dans notre process de détection formation. Ça, c'est les choses qui aujourd'hui me plaisent. Ouais. Juste pour conclure de mon côté, je On sais a pas si hâte ça de t'apporte voir d'autres la suite, questions, en mais tout cas, de suivre tout ça. ça marche. Ça m'apporte pas particulièrement d'autres questions. Moi, j'ai hâte, comme nos auditeurs, je pense, de suivre l'équipe Groupama FDJ sur cette saison et sur les saisons prochaines. On voit que ça, enfin, c'est une équipe quand même qui est entre guillemets dans le cœur des Français, donc on se doute que le travail est bien fait là-bas. Et puis là, on a un éclairage assez original sur ce qui se passe en interne et très intéressant. Donc en tout cas, je te remercie pour ce podcast et puis à bientôt. Bah, merci à toi. À bientôt, Rémi. Ciao, ciao. Salut.